Alors, je m'appelle Aurélie Bayen-Poisson. Je suis maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest Pacifique en Polynésie française. Je suis également chercheur au laboratoire 2S2T dans cette même université et membre associé au laboratoire Chine-Corée-Japon de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. C'est là que j'ai passé un doctorat d'histoire politique de la Chine contemporaine, où j'ai étudié les politiques d'instrumentalisation de l'information et de la communication par le Parti communiste au pouvoir de 1994 à 2013. En ce qui concerne la sphère chinoise, mes publications, mes travaux récents concernent plus spécifiquement les questions géostratégiques. J'ai écrit récemment un article sur ces défis posés à la France par rapport à la montée de la Chine dans la zone Indo-Pacifique, dans la revue de l'Académie des sciences d'outre-mer, ou encore une contribution dans la revue Défense nationale sur la Polynésie française se trouvant sur les routes de la soie chinoises, ces nouvelles routes de la soie maritime qui contribuent à participer au développement économique sans précédent de la Chine dans le monde. Alors non, puisque Mao Zedong comptait sa révolution économique via la collectivisation et les principes marxistes-léninistes de son grand frère soviétique. Euh, Toutes les politiques qu'il a menées ont été un désastre in fine. On peut compter par exemple la politique du grand bond en avant qui consistait voilà, à s'appuyer sur la collectivisation et la création notamment de petits hauts fourneaux qui n'ont pas produit euh, un acier d'assez bonne qualité pour pouvoir effectivement euh, permettre à la Chine de rattraper son retard économique. Ça a été plutôt, voilà, à cela s'est ajouté la révolution culturelle qui aussi a fait des millions de morts. Donc, les famines du Grand Bond en avant, on compte à peu près 20 à 30 millions de morts selon les estimations, plus celles de la révolution culturelle, ont laissé un pays exsangue. Et Deng Xiaoping, arrivé au pouvoir, ne pouvait plus légitimer l'action du Parti communiste à la tête du pays en continuant sur cette voie. Donc, il lui a fallu réaliser un virage idéologique pour maintenir le Parti communiste au pouvoir. Et il a proposé le concept d'économie de marché socialiste. Alors, c'est un terme qui essaye d'être pragmatique dans le sens où Deng Xiaoping souhaite ouvrir le pays au monde euh, par des réformes économiques qu'on appelle les 4 modernisations de l'agriculture, de l'industrie, des sciences et technologies et de la défense nationale. La célèbre formule de Deng Xiaoping, peu importe la couleur du chat, du moment qu'il attrape les souris, voilà, est le symbole de ce revirement pragmatique euh, pour conserver la légitimité du parti au pouvoir, proposer à la population euh, une, euh, un espoir d'un avenir meilleur avec une amélioration des conditions de vie et économiques de la population. Alors, effectivement, les théories occidentales pensent que si le niveau de vie s'élève, finalement, la population, les citoyens vont commencer à réclamer plus de droits et plus de pouvoir, qui ne se résume pas à du pouvoir d'achat. Or, cette anticipation de l'évolution des mentalités ou des demandes populaires est une crainte du parti qui souhaite promouvoir un libéralisme économique tout en maintenant un pouvoir politique très très fort sur la population. Et ce qui nous paraît paradoxal ne l'est pas du tout pour les tenants du pouvoir,
Et on constate que depuis Mao, le régime ne cesse euh, comment dire, de contraindre par la force ou par la séduction la population à obéir, on va dire, euh, et, à, et à ne pas revendiquer, par exemple, euh, plus de droits politiques. Se tournant d'ouverture vers le monde, Deng Xiaoping va expérimenter sur 4 zones économiques spéciales, qui sont des territoires qui bénéficient d'avantages fiscaux et administratifs visant à attirer les investisseurs étrangers et à développer les capacités d'exportation du pays. Ces avantages vont être étendus à d'autres villes de la côte est de la Chine et cette politique, forte de son succès, va se déployer aussi sur le plan national, puisque des accords commerciaux vont commencer à être signés entre, par exemple, la communauté économique européenne, ou les États-Unis à partir des années 80. Ensuite, eh bien, c'est l'intégration de la Chine qui était jusqu'à Mao repliée sur elle-même dans les institutions supranationales qui va commencer. Et par exemple, elle effectue une grande percée dans le commerce mondial suite à son entrée au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale. Euh, ces réformes permettront effectivement à ce que la Chine s'ouvre sur le monde et cela va même modeler l'économie, la face en fait, dire, du pays où effectivement on aura une côte est un peu surdéveloppée par rapport à une côte ouest qui restera enclavée et sous-développée. Et ça, ce sera la mission des leaders suivants que de désenclaver l'Ouest jusqu'à aujourd'hui avec Xi Jinping grâce aux routes de la soie qui permettent de relier la Chine à l'Europe. Alors là encore, la particularité du Parti communiste chinois, c'est d'avoir réussi toujours à muer, à s'adapter aux changements intérieurs et extérieurs afin de pouvoir conserver sa place. Sa grande crainte, c'est de tomber, de chuter comme l'a été l'URSS. Et Jiang Zemin est dans une situation où effectivement il va falloir sortir de cette idéologie de lutte des classes ouvrières contre des propriétaires d'entreprises et d'industries surtout. Et il va encore une fois aller plus loin en proposant euh, qu'une troisième catégorie de population puisse intégrer le Parti communiste chinois. Il s'agit des entrepreneurs privés. Ces entrepreneurs privés ont été des membres du parti, voilà, ont voulu se lancer dans les affaires. Et la question qui se posait, c'était que cette catégorie sociale ne se rassemble pas pour constituer un lobby qui deviendrait concurrent à au parti au pouvoir. Donc, les 3 représentations, c'est vraiment voilà, cette idée en 2003 d'intégrer le plus grand nombre au projet du Parti communiste chinois qui serait de légitimer ce pacte social rousseauiste. Le parti vous offre des avantages économiques par son ouverture pragmatique au monde et en contrepartie, la population doit faire confiance au parti pour continuer à le gouverner. Voilà, grosso modo, l'intérêt de cette doctrine dans la politique de ce président. Donc là, on continue chronologiquement. La Chine se développe, c'est le miracle économique chinois. Ce miracle économique chinois creuse les écarts, creuse les inégalités sociales et économiques, puisqu'on voit une Chine de l'Est qui se développe euh, de façon très libérale et concurrentielle,
euh, contre une Chine qui peine et qui se sent exclue de ce miracle économique. Euh, et la colère gronde. Les manifestations en zone rurale se font de plus en plus pressantes. Le parti se rend compte aussi qu'il faut qu'il prenne en compte, faut qu'il prenne en compte le fait que il se présente comme un acteur juste, hein, de redistribution des richesses, et en l'occurrence, les dommages collatéraux de ce développement économique, ils sont sociaux, comme je viens de dire, ils sont économiques, ils sont aussi environnementaux. Et finalement, ces 20 années de réforme et d'ouverture n'ont pas rejailli sur l'ensemble de la société en ce qui concerne les bénéfices. C'est pourquoi Hu Jintao décide de se lancer dans un discours argumentatif qui ne vise pas à convaincre, mais qui vise à souder, à unifier la population, alors même qu'il il avait supprimé un bon nombre de prestations sociales. Donc, la société harmonieuse, c'est une société qui ne se polarise plus telle qu'elle était en train de euh, telle que c'était en train de se faire. Et le parti explique qu'il va placer l'homme au centre de sa politique, l'homme au centre de sa politique par le développement de ses intérêts matériels, ses intérêts culturels, en prenant en compte aussi l'importance de l'environnement, parce qu'effectivement, grâce aux sciences, il pourra peut-être proposer des projets qui permettent à ce que la population ne se retrouve pas dans un état d'implosion et de colère, comme on l'a vu dans les campagnes, comme on l'a vu dans les régions séparatistes, telles que les régions du Xinjiang, du Tibet, qui n'ont vécu que la répression et la pauvreté euh, pendant toutes ces années. Alors, Xi Jinping, c'est un prince rouge, hein, c'est-à-dire qu'il est le fils d'un ancien compagnon de route de Mao Zedong, sauf que ce compagnon de route a été écarté par le leader en 1962, considéré comme révisionniste et droitiste. Et ça, Xi Jinping, forcément, a constaté, la chute soudaine qui pouvait arriver, quand bien même pour les tenants du pouvoir. Voilà, son père a été réhabilité par Deng Xiaoping, mais pendant toute cette période, Xi Jinping a, a dû aller dans les campagnes où il a été envoyé pendant la révolution culturelle en tant que garde rouge. Et ce n'est qu'après plusieurs années passées dans les villages qu'il a pu faire ses études d'ingénieur et revenir dans le sérail grâce à son diplôme en poche, au retour de son père dans les bonnes grâces du parti. En 1999, il devient gouverneur de Fujian et il va monter les échelons jusqu'à, en 2007, intégrer le comité permanent du bureau politique du parti. Donc là, hein, c'est l'instance suprême, hein, du pouvoir, et deviendra, voilà, secrétaire général du parti, président de la commission militaire en 2012, jusqu'à être élu président en 2013 par l'Assemblée nationale populaire. Mais c'est vraiment les titres de secrétaire général et de président de la commission militaire qui font qu'un leader est au pouvoir en Chine et non pas la fonction de président en elle-même. Ce qui veut dire que un peu entaché, hein, de l'histoire de son père, Xi Jinping se veut plus rouge que rouge. Et c'est aussi pour cela qu'il y a vraiment un étau qui s'est resserré, hein, idéologiquement sur la population, notamment pendant le Covid ou alors au Xinjiang, parce que d'une part, il bénéficiait, hein, de tout ce qui avait été mis en place par les leaders précédents. Et fort de ce pouvoir, fort d'une Chine qui peut aujourd'hui s'imposer, euh, il a été très loin, hein, dans l'idéologisation
et la répression politique du parti sur la population. Il est devenu un homme fort, on le voit puisque aujourd'hui son rêve chinois, hein, de faire accéder la Chine au premier rang économique mondial, se traduit aussi par le fait que il ait réussi à faire changer la constitution pour pouvoir ne plus voir ses mandats limités à 2, mais qu'il puisse présider à vie, tel qu'on l'a vu pour d'autres hommes forts dans le monde, avec Poutine en Russie ou Erdogan. Donc c'est vraiment l'homme fort de la situation qui récemment a connu des revers. Je ne sais pas si on en parle maintenant, mais voilà, on croyait repartir hein, dans une période vraiment difficile pour la population avec ces 3 années de Covid hein, qui ont vu une population malmenée par ses dirigeants. Et des manifestations ont eu lieu et on constate aujourd'hui un infléchissement sur le plan intérieur et extérieur. Intérieur, parce qu'effectivement, en décembre 2022, il y a eu un mouvement de contestation qui s'appelle le mouvement A4, où les manifestants ont réclamé plus de droits que ceux qu'on leur octroyait à cause de cette crise sanitaire. Et à cause de la censure, à cause de la répression policière, ils ne peuvent pas écrire des slogans sur leurs feuilles et donc ils montrent juste une feuille blanche pour exprimer leur mouvement de contestation. Et on l'a vu quelques semaines après ces manifestations qui se sont multipliées, principalement dans les grandes villes, par des personnes plutôt éduquées. Eh bien, le gouvernement a mis fin à sa politique zéro Covid qu'il avait menée pendant 3 ans avec, voilà, avec des confinements entiers de quartiers où les personnes demandaient à boire et à manger, hein, tellement leur situation d'enfermement était difficile à vivre. Sur le plan extérieur, il y a un infléchissement aussi puisque avant Xi Jinping, la position de la Chine diplomatiquement se voulait discrète, euh, se présenter comme, comme un pays qui émergeait pacifiquement hein, dans le monde grâce au développement économique et son ouverture à la mondialisation. Et la nomination au poste du ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, qui était ex-ambassadeur de Chine aux États-Unis, incarne aujourd'hui une diplomatie chinoise plus traditionnelle, plus courtoise. On appelle ça la diplomatie du sourire, parce qu'on constate effectivement un raidissement, et notamment un raidissement avec les États-Unis dans ces relations, au point que Joe Biden est sorti hein, de cette ambiguïté des États-Unis à déclarer vouloir défendre Taïwan en cas d'invasion chinoise, puisque ces déclarations ont été très claires en novembre ou décembre dernier. Alors, à mon sens, il n'est pas en rupture. Effectivement, hein, on voit qu'il ne gouverne pas de la même façon hein, que les précédents réformateurs tels que Deng Xiaoping, mais il bénéficie du résultat hein, voilà, du travail de ses prédécesseurs. Le crédit social, c'est comme un permis à points où finalement, Xi Jinping se rend compte que même si on développe un arsenal juridique important, il n'est pas forcément suivi d'effet. Alors bien sûr, hein, il y aurait entre 30 et 40 000 cyberpoliciers derrière les écrans pour censurer au fur et à mesure des propos qui seraient jugés inadéquats ou fomentant des révoltes. Mais l'Académie des sciences sociales de Chine a fait apparaître qu'il y avait un désir de moralisation de la société et que la population était prête à accepter d'aller vers un contrôle euh, qui permette à la population d'aller vers plus de civisme plutôt qu'un un simple contrôle répressif. Donc ce permis à points, on va dire, hein, ce système de crédit social
il vise sur votre smartphone à comptabiliser votre attitude et vous octroyer des avantages tels que des bons de réduction ou une plus grande liberté de voyager si vous avez un comportement civique. Ça veut dire traverser au passage piéton lorsque le petit bonhomme est vert ou payer ses impôts en temps et en heure. Et au contraire, hein, donc là, c'est vraiment manier le bâton et la carotte. Dans cette éducation des masses au civisme, ça va être d'utiliser la honte et d'utiliser la répression, encore une fois, pour contrecarrer des comportements qui ne seraient pas civiques. Et effectivement, on va voir sur des écrans géants le nom et le visage des personnes dans un cinéma, par exemple, hein, qui n'auraient pas payé leurs impôts en temps et en heure et seront affichés aux yeux de tous comme de mauvais citoyens. À cela va s'ajouter un retrait de points qui va les mettre en difficulté dans leur vie quotidienne, que ce soit dans leur droit de se déplacer, hein, ils ne pourront plus voyager, par exemple. Et puis, effectivement, ce crédit social va aussi les impacter dans la vie réelle, puisque ils risquent de faire perdre des points à leur entourage. Donc, effectivement, ils vont aussi subir un contrôle social de la part de leurs concitoyens, de leurs proches. La doctrine un pays de système, là encore, hein, c'est une manière pour le pouvoir chinois de s'adapter aux contraintes hein, tout à fait réalistes d'un contexte. Un contexte colonial en ce qui concerne Macao et Hong Kong, puisque ces deux villes ont été colonisées par les puissances occidentales à la suite de la défaite de la Chine lors des deux guerres de l'opium au XIXe siècle. Et à l'issue de ces concessions qui devaient se terminer hein, en fin des années 90, eh bien, il avait été convenu avec le Parti communiste chinois au pouvoir et l'Angleterre pour Hong Kong et le Portugal pour Macao, qu'ils bénéficient du droit de conserver leur droit, leur autonomie, on va dire, en matière de politique intérieure et non pas extérieure. Euh, Cela devait s'appliquer aussi à Taïwan, mais Taïwan, c'est encore une autre histoire, puisque Taïwan ne se revendique pas comme une concession étrangère, puisque c'est plutôt, elle se voit comme un État souverain, finalement, même si elle ne se déclare pas. Donc là, avec le parti, on est dans ce statu quo où, effectivement, euh, le pouvoir souhaite récupérer tous ces territoires, quel que soit le contexte historique de Taïwan, d'Hong Kong ou de Macao. Et ce qu'on a constaté, surtout avec Xi Jinping, c'est une accélération hein, de l'appropriation du territoire et avec notamment à Hong Kong des manœuvres d'intimidation où on va avoir des éditeurs, des libraires qui vont disparaître, hein, qui vont être kidnappés, qui vont revenir mystérieusement en décidant de ne plus publier peut-être des écrits qui véhiculeraient des valeurs démocratiques, etc. On a eu aussi hein, la révolte des parapluies hein, où en 2004, les citoyens sont descendus dans la rue en se rendant compte que le parti était en train hein, de grignoter cet accord d'un pays de système par le vote de loi. Ils ont réclamé, les manifestants, l'élection au suffrage universel direct, les responsables de l'exécutif et du législatif. Ils ont réclamé plus de démocratie puisque le parti a essayé de mettre en place des cours d'idéologie dans les écoles. Et ces révoltes se sont multipliées jusqu'à ce qu'il y ait l'occupation du quartier d'affaires.
pendant près de 79 jours par ces étudiants, cette population acculturée aux valeurs démocratiques laissées par la gouvernance anglaise et qui se rend compte que Hong Kong ne sera plus un lieu à part sur le territoire chinois en ce qui concerne les droits politiques. Alors, à mon sens, il n'y a pas forcément des signaux, puisque ça fait 70 ans qu'il y a des signaux de menaces d'invasion par le Parti communiste chinois au pouvoir et ses armées. Effectivement, il y a voilà, l'actualité est émaillée hein, d'imbroglios diplomatiques, du fait des soutiens diplomatiques de certaines puissances, et notamment des États-Unis, hein, qui peuvent justement permettre de conserver ce statu quo. Ce qu'on constate, c'est que le Parti communiste chinois ne va pas prendre le risque de partir envahir Taïwan s'il n'est pas sûr de réussir. Et en l'occurrence, le parti au pouvoir à Taïwan aujourd'hui penche vers plus d'indépendance, vers plus d'autonomie et ne va pas hésiter à se lancer dans une guérilla en cas d'invasion. C'est la première chose. Et pour les analyses géostratégiques, euh, la Chine ne ferait pas un bon calcul en essayant de s'approprier ce territoire qui résisterait. On le voit, hein, les troupes russes s'embourbent aussi en Ukraine, et ça, c'est une leçon pour le parti au pouvoir. Deuxièmement, bien que l'armée chinoise compte plus d'1 million de soldats contre 88 000 pour Taïwan, compte plus de 1600 avions de chasse contre 800 pour Taïwan, c'est vraiment le soutien américain qui va permettre à ce que Taïwan puisse se défendre puisqu'elle est isolée diplomatiquement peu à peu par la Chine, qui arrive à faire abandonner la Chine par ses soutiens de quelques dizaines de pays en proposant une politique du carnet de chèques hein, où finalement Taïwan ne va pas être reconnu sur le plan international comme État souverain. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour la Chine. Et peut-être si on veut penser à des signaux, il faut peut-être évoquer la date de 2049, qui est le centenaire de l'avènement du Parti communiste au pouvoir, et qui fait partie du rêve chinois que du retour de Taïwan dans le giron de la mère patrie. Hein, ça, c'est le discours qui est prôné. Donc, effectivement, le parti va essayer d'appauvrir Taïwan pour la contraindre à mobiliser ses réseaux économiques qui existent déjà hein, dans les zones tampons du sud-est de la Chine pour, pour créer des liens, raffirmer ces liens, jusqu'à ce que peut-être le parti du Kuomintang, hein, qui est proche du parti communiste chinois, revienne au pouvoir. Mais en tout cas, on n'en est pas du tout à cette étape-là aujourd'hui. C'est une politique qui n'est pas nouvelle, hein. Pour revenir simplement à Mao, on était déjà dans une idée de restauration de la mainmise hein, du PC sur la vie politique et socio-économique de cette région, euh, qui est un carrefour, hein, qui est un carrefour sur les ressources énergétiques d'Asie centrale. Il y a une idée dans la vision civilisatrice du parti, euh, de, de proposer une identité Han. Han, c'est la majorité ethnique hein, qu'on a en Chine, alors que ces régions du Xinjiang étaient occupées par des Ouïghours hein, d'origine persane ou turcophone. Avec Xi Jinping, on constate que cette politique de répression, de sinisation, s'est accrue avec
notamment des révoltes et des actions terroristes qui avaient déjà eu lieu, hein, pendant le règne de Hu Jintao, mais en 2014, peu avant l'une de ces tournées, il y a eu une bombe, hein, qui a explosé sur un marché et qui a tué une personne et qui en a blessé une douzaine. Et c'était à ce moment-là que voilà, Xi Jinping a décidé vraiment d'asseoir encore plus la répression et le contrôle, au prétexte d'une lutte contre le terrorisme, puisque les Ouïghours sont de confession musulmane et revendiquent une zone qui s'appelle le Turkestan oriental, hein, depuis des dizaines d'années, euh, avec une vision vraiment séparatiste, hein. L'idée, c'est de ne plus appartenir à la Chine. Donc Xi Jinping a lancé, voilà, une politique de déradicalisation en ouvrant des camps de détention et de rééducation, hein, presque à la mode maoïste, où on va faire son autocritique et on va répéter, hein, chaque jour les préceptes d'une vision conforme à l'orthodoxie communiste. Et bien que le parti s'en dédie en essayant d'expliquer que ce sont des centres de formation professionnelle, des centres de déradicalisation, les nombreuses fuites et scandales, des mauvais traitements qui sont exercés dans ces centres euh, voilà, sont un signal quand même fort euh, de l'absence de limites et peut-être d'un retour historique vers des purges pour justement civiliser l'ensemble de ces territoires jusqu'à ses confins, euh, voilà, pour civiliser à la mode Han, on va dire, les populations les plus éloignées idéologiquement, culturellement, religieusement, de la vision communiste, hein, du pouvoir. Les nouvelles routes de la soie, elles sont encore une fois la continuité de ce qu'avaient construit ses prédécesseurs, qui était la politique d'ouverture vers l'Ouest, Go West, hein, connue par les Occidentaux. Cette politique est connue par les Occidentaux comme la politique qui s'appelle Go West. Et l'idée, c'est encore une fois de ressusciter un peu un mythe, hein, le mythe des routes de la soie de Marco Polo, qui reliait, hein, l'Europe à la Chine en passant par Xi'an jusqu'à Antioche en Syrie. C'est en septembre 2013, lors d'une tournée en Asie centrale, que Xi Jinping a mentionné ce projet des nouvelles routes de la soie pour promouvoir le commerce hors des frontières de la Chine. Cette idée, hein, ce méga projet économique permet à plusieurs titres à la Chine de tirer son épingle du jeu, puisque d'une part, ça vise à promouvoir des partenariats avec les pays limitrophes par une politique d'investissement massif, hein, d'investissement économique massif, euh, et donc de stabiliser la zone grâce à ces pays voisins. Ça permet également à ces entrepreneurs de pouvoir s'exporter et de pouvoir développer d'autres marchés extérieurs. Euh, et puis, bien sûr, ça permet à la Chine, sur le plan géostratégique, de se désenclaver de la politique de containment qui est réalisée en ce moment par les Américains et les Occidentaux dans la zone Indo-Pacifique et qui consiste à bloquer, en tout cas, avoir les moyens de bloquer, hein, les capacités d'exportation et d'importation de la Chine sur son flanc méridional. Et l'idée encore pour la Chine, c'est de toujours pouvoir parer à n'importe quelle situation ou n'importe quel contexte politique ou économique, en ne se rendant pas dépendant d'un seul fournisseur, d'un seul pays, euh, afin de lui garantir l'exploitation continue de son potentiel développement économique.
cette question est intéressante puisque là, en ce moment, on a le président Macron, hein, qui fait sa tournée sur le continent africain et qui déclare haut et fort que nous ne sommes plus dans la France-Afrique et qu'il n'y aurait plus, hein, cette relation de domination entre l'ex-patrie coloniale et les pays africains. Euh, et effectivement, l'arrivée des investisseurs chinois, sur le continent africain, a été vue d'un mauvais œil, hein, par les puissances occidentales, qui étaient, historiquement présentes, sur ces territoires. Hem, Aujourd'hui, on a, après, plus de 20 ans, hein, de recul, on voit que finalement, l'Afrique, effectivement, c'est un lieu, heu de développement économique, surtout pour des investissements plutôt de services, euh, tels que la construction d'infrastructures, tels que des stades, des aéroports, des routes ou dans l'immobilier. Euh, et, mais que c'est aussi une façon, encore une fois, d'accéder à l'Europe, hein, via le continent africain en cas de problème. Donc finalement, la Chine, elle va jouer son rôle d'influence pour essayer de proposer un autre ordre du monde, non pas nord-sud, mais plutôt multipolaire, où le développement économique gagnant-gagnant serait la voie à privilégier pour tous les pays du monde. Et en cela, elle a réussi à convaincre une partie, euh, une partie des dirigeants, même si aujourd'hui, certains pays sont tombés dans le piège de la dette, la diplomatie de la dette, où effectivement, cette politique d'investissement s'est traduite par des pays qui n'ont pas réussi à rembourser, hein, les prêts proposés par les banques chinoises pour réaliser ces grandes politiques de construction et ont dû concéder des territoires, ça peut être des mines, ça peut être des ports, pour une durée d'occupation de 99 ans à l'État chinois. Et là, effectivement, ça sécurise la Chine pour lui permettre, hein, de réaliser son fameux collier de perles de sécurisation des ports et des ports pour l'approvisionnement et le cheminement de ces produits. Mais encore une fois, ce rebattement des cartes crée de l'instabilité et crée des tensions, hein, inexorables entre les acteurs en présence. Alors, officiellement, la position de la Chine est neutre depuis l'invasion russe en Ukraine en février 2022, parce que officiellement, elle appelle les États à respecter la souveraineté de chacun. Néanmoins, on le sait, c'est un soutien sans faille à la Russie qui se réalise par de forts liens diplomatiques, de forts liens économiques, et puis surtout l'idée commune de faire front, euh, faire contrepoint en tout cas aux puissances occidentales et particulièrement aux États-Unis. C'est pour ça que depuis le début du conflit, elle appelle à un cessez-le-feu, à des pourparlers et une issue politique et non pas militaire de ce conflit. Et parce qu'elle rejette effectivement le parallèle que de nombre de médias ont cru voir dans cette invasion de l'Ukraine par la Russie, euh, voilà, en craignant que la Chine n'ait l'idée de faire la même chose à Taïwan. Et sur Taïwan, eh bien, elle se targue de dire que Taïwan n'est pas l'Ukraine. Taïwan est pour elle une région, oui, autonome du fait de son patrimoine historique, mais, mais ce ne serait pas une politique d'invasion de sa souveraineté puisque ce n'est pas un État souverain au regard du droit international. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui,
bien que des puissances occidentales essaient d'alerter sur le fait que la Chine pourrait vendre des armes à la Russie, celle-ci rétorque que, les occidentaux, ne manquent pas de mettre de l'huile sur le feu et d'enliser ce conflit, sur le plan militaire en fournissant des armes à l'Ukraine. Donc finalement, l'objectif commun sur lequel on pourrait conclure en ce qui concerne la Russie en Ukraine ou la Chine à Taïwan, c'est que l'ambition, c'est vraiment de changer le statu quo pour effectivement reprendre le dessus sur ces territoires qu'il estime les siens.